Bonjour. Alors, France Nature Environnement Hauts-de-Seine est une association sur le département des Hauts-de-Seine, évidemment, qui a pour objet la protection de la nature dans le département autour d'une cinquantaine d'associations citoyennes. Ça fait un peu plus de 2000 adhérents de base. Donc, elle est issue de l'association Environnement 92, qui a été créée il y a très longtemps, en 1991. On fait partie du réseau France Nature Environnement via la fédération FNE Île-de-France. Donc, je pense qu'il faut préciser que nous sommes agréés protection de l'environnement par la préfecture et habilités au dialogue environnemental. Donc, nous sommes présents dans 32 commissions départementales et régionales, tout cela en lien avec les problématiques d'environnement. Je passe la parole à Didier Vallon qui va vous introduire la biodiversité. Bonjour à tous. Alors, je vais rapidement vous présenter ce que c'est que la biodiversité. Alors, moi, j'étais ingénieur avant la retraite. J'étais ingénieur dans la maintenance prédictive. Et donc, je m'occupais de l'obsolescence des composants sur des gros systèmes complexes comme les trains, l'aéronautique, etc. Et maintenant que je suis à la retraite, depuis que je suis à la retraite, je me suis intéressé à l'obsolescence de la planète. Et donc, ça m'a amené à militer dans la FNE pour ça. Donc, pour revenir à la biodiversité, c'est simplement la diversité du vivant. En 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, le concept de biodiversité a été adopté dans 200 pays. L'étude de la biodiversité s'intéresse à toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient, végétales, animales, fongiques, comme les champignons, bactériennes et tous les micro-organismes. Pour chaque cas, on étudie aussi l'habitat, le domaine vital où le vivant grandit et se reproduit, ainsi que le domaine de dispersion où il va aller chercher son énergie, sa nourriture. Il faut donc toujours considérer la biodiversité dans son environnement, dans son écosystème. S'intéresser à la diversité, c'est également explorer notre passé. C'est étudier l'évolution des espèces pour en admirer aujourd'hui la richesse. Ce n'est qu'au tout début du XIXe siècle que Georges Cuvier, un anatomiste qui travaillait au musée d'histoire naturelle de Paris, va comparer des spécimens d'espèces vivantes avec les fossiles. Et je vous invite à visiter le musée d'anatomie comparée au Jardin des Plantes. C'est une richesse d'informations. Et donc, Georges Cuvier ouvre la voie à la théorie de l'évolution qui va être formalisée par Charles Darwin dans son livre L'origine des espèces en 1859. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes les enfants de Lucie, qui est le plus vieux fossile découvert en 1974, donc, qui a dans l'évolution des espèces le petit tableau vert qui a 3,2 millions d'années. Et nous sommes aussi les enfants de Lucas, qui est le plus vieil ancêtre connu commun. Lucas, c'est un prokaryote, c'est un micro-organisme unicellulaire, sans noyau, qui va surgir il y a 3800 millions d'années de la soupe primitive du fond des océans, riche en matière organique. Il va évoluer au fil des millions d'années en 3 branches principales: les eubactéries, que vous connaissez certainement, le staphylocoque doré, l'Escherichia coli, le salmonelle. Une autre famille va être les archébactéries. Là, c'est ce qu'on trouve au fond des océans sous forme de plancton. Et enfin, les eucaryotes, c'est des cellules avec noyaux qui peuvent s'assembler en organismes multicellulaires qui vont former les plantes, les champignons, les animaux. L'homme est un eucaryote. Mais où se cache la biodiversité? Observons un arbre. Au premier abord, peu de signes de vie.
excepté peut-être des chants d'oiseaux. Mais un arbre est un vrai HLM, un habitat à logement multiple. Du sommet de l'arbre jusqu'à ses racines, nous allons visiter tous les appartements. Le houppier, donc, qui comprend l'ensemble des branches et du feuillage, abrite un grand nombre d'oiseaux nicheurs qui viennent se protéger des prédateurs. Les pivers, le rouge-gorge, le geais, et tout ce qui est insectes volants comme les papillons, les abeilles, etc. Et bien sûr, il y a des noctambules qui vivent la nuit, comme les chouettes, le hibou, le grand-duc, les chauves-souris. Et bien sûr, une très très peu visible aussi, c'est des milliers d'insectes qui vivent cachés dans les moindres des aspérités des branches. Donc, rien que dans le houppier, il y a un nombre incroyable d'animaux qui vivent et qui trouvent habitat. Si on descend le long du tronc, on va rencontrer toute une autre population qui vont s'abriter dans la moindre des cavités. Renards, écureuils, belettes, voilà. Et si on descend encore le long du tronc, près du sol, les arbres attirent tout un lot d'habitués qui viennent se frotter, se nourrir, jouer. Et on arrive aux racines. Et là aussi, les racines vont abriter toute une microfaune, des souris, des campanules, des hérissons, des insectes. Et c'est là que nous allons trouver les meilleurs champignons, girolles, cèpes, chanterelles. Mais en sous-sol, les racines vont nourrir de tout un monde microscopique. On va rencontrer tout ce qui est microflore, tout ce qui est microfaune, tout ce qui est mésofaune et tout ce qui est macrofaune. Donc des araignées, des larves, des insectes, des fourmis, des acariens, des champignons, des bactéries. Et la moitié des organismes vivants terrestres, que ce soit la faune ou la flore, vivent sous terre. L'activité des organismes souterrains assure la fertilité des sols, la qualité de notre alimentation. 95% de nos aliments proviennent du sol. Ça conditionne aussi donc la pureté de l'air et la qualité de l'eau. L'artificialisation des terres et les modes intensifs de gestion agricole et forestière menacent directement cette biodiversité et le bon fonctionnement des sols. En 2017, dans le désert de Djebel Ibou au Maroc, sont découverts les premiers ossements d'Homo sapiens. Ils seront datés de 300 000 ans avant notre ère. À partir de ces premières découvertes, on va pouvoir suivre l'évolution de nos ancêtres. Taille de pierre, production d'outils, maîtrise du feu, rites funéraires, langage articulé, cueillette, pêche, chasse. Les familles se regroupent en clans, les clans vont se regrouper en tribus, les tribus en communautés, les communautés en sociétés organisées. À partir de là, la domestication des animaux pour l'alimentation devient incontournable. L'élevage apparaîtra il y a 10 000 ans au Proche-Orient, avec l'élevage du porc, du bœuf, du mouton et de la chèvre. De même, le renouvellement naturel des plantes sauvages, qui occupait la cueillette, n'est plus suffisant. Il va falloir aider la nature en semant des graines. Du lin, de l'orge, de l'épeautre, l'ancêtre du blé, lentilles, pois chiches, etc. L'agriculture, elle, apparaît au Moyen-Orient 8500 ans avant notre ère. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. À partir de là, la production agricole et l'élevage se répandent sur tous les continents. Ce tournant majeur de l'histoire de l'humanité se caractérise par d'importants changements alimentaires, mais aussi et surtout la sédentarisation, le développement de nouvelles techniques pour produire et transformer les aliments, l'accumulation de réserves, de nouvelles organisations sociales et l'émergence de nouvelles croyances. Au XIXe siècle, la révolution industrielle va bouleverser cette économie essentiellement agraire pour passer à une production de biens manufacturés à grande échelle. Agriculture intensive, mégapoles, déforestation, exploitation minière, les paysages s'uniformisent et les arbres disparaissent avec tout leur écosystème. En cohérence avec ses engagements internationaux en matière de préservation du vivant, la France a adopté, fin 2023, la 3e stratégie nationale de la biodiversité.
afin de réduire cette dégradation. Elle s'engage d'ici 2030 à protéger 30% des terres et des mers, à restaurer 30% des habitats dégradés ou encore à réduire de 50% les risques liés aux usages des produits phytosanitaires. L'année dernière, le Fonds mondial de la nature, WWF, publiait son rapport Planète vivante, lequel constatait qu'en seulement 50 ans, les populations d'animaux vertébrés sauvages avaient chuté de 73%. Et le slide que vous avez sous vos yeux vous montre toutes les espèces menacées en France micropolitaine. Ça va du papillon aux oiseaux nicheurs, aux mammifères, aux amphibiens. Et jour après jour, le déclin de la biodiversité se poursuit. 30% des oiseaux des champs ont disparu depuis 15 ans, 38% des chauves-souris. Tout dernièrement, c'est paru dans le journal, une expérience scientifique, une expérience de science participative en Angleterre, qui demandait aux gens d'enregistrer les impacts des insectes sur leur plaque d'immatriculation. Le résultat, en une disparition vertigineuse de 63% d'insectes volants entre 2021 et 2024. La flore aussi est menacée. Et ce qui est le plus grave avec la disparition de la flore, c'est la disparition de tous les insectes pollinisateurs. Qu'ils soient abeilles, bourdons, fourmis, papillons, mouches, les insectes pollinisateurs transportent 80% du pollen des fleurs des plantes à fleurs. C'est ainsi que les plantes se reproduisent, les graines et les fruits résultant assurent non seulement la nourriture des animaux, mais également la nôtre. Cela représente environ 35% du tonnage de la production agricole mondiale. Sont concernés les arbres fruitiers, les baies, les légumes, les protéagineux, les épices, le café, le cacao. Or, ces insectes pollinisateurs sont victimes de la réduction de leur habitat, du changement climatique, de la pollution et d'insectes prédateurs et invasifs. Sans les insectes pollinisateurs, nous ne mangerions que des céréales, du blé, du riz, du maïs et des OGM. Il y a plus de 150 ans, les peintres de l'école de Barbizon, près de Fontainebleau, se mobilisaient afin de protéger la forêt. L'appel de Corot, Rousseau, Millet était relayé par Georges Sand et Victor Hugo. En 1861, un décret consacre la protection de 1000 hectares de la forêt et crée par là même la première aire protégée du monde, les réserves artistiques de la forêt de Fontainebleau. Pourquoi je vous parle de Fontainebleau? C'est parce qu'en 1948, à Fontainebleau même, va être créée la plus vaste organisation mondiale de conservation de la nature qu'on appelle l'UICN. L'UICN, le comité français de l'UICN, regroupe aujourd'hui 2 ministères, 7 établissements publics, 8 collectivités locales, 61 organisations gouvernementales, dont FNA, et plus de 300 experts. Ça fait 77 ans que toutes ces organisations se battent pour préserver la nature et donc le combat continue et quotidien. En 2010, je voudrais vous parler de l'IPBES, qui n'est pas très connu et pourtant c'est le même rôle que le GIEC pour la biodiversité. L'IPBES, ça veut dire Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. C'est une plateforme mondiale pour la préservation de la biodiversité. D'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d'individus. Cette estimation met en évidence la nécessité pour les politiques de concilier les dimensions économiques, sociales et environnementales. C'est l'objectif du développement durable. Les deux défis sociétaux majeurs sont le bien-être humain et la biodiversité épanouie, soit une harmonie du vivant. Les autres défis concernent la sécurité de l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, le développement socio-économique, la réduction des risques naturels, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique
et enfin la diminution des dégradations environnementales et la perte de biodiversité. C'est dans ce sens que France Nature Environnement Hauts-de-Seine intervient en concevant et réalisant des projets de plantation d'arbres en ville, solutions fondées sur la nature, pour accroître la biodiversité, améliorer les cycles d'eau et du sol et créer des îlots de fraîcheur. Et donc, une des actions majeures de FNE Hauts-de-Seine est de réintroduire le vivant dans la ville en mettant l'accent sur les connectivités paysagères des habitats naturels. On appelle aussi des corridors écologiques. Il est vital de finir avec la différence entre les humains et le reste du vivant au moment où la prise de conscience écologique semble ouvrir la porte à toutes les espèces. Quelques indicateurs encourageants, mais il ne faut pas baisser les bras. On voit que dans ces chiffres, il y a quand même 14% d'évolution de la consommation de produits phytosanitaires. Il y a plus que 43% d'état écologique des eaux de surface en bon état, etc. Et donc, pour conclure, moi, je finirai par cette phrase: pas de nature, pas de futur. Je poursuis pour aborder comment se porte la biodiversité en ville, parce que notre sujet, c'est vraiment une partie de la région parisienne que vous voyez sur cette photo, où on voit la tour Eiffel, la tour Montparnasse, et peut-être une zone boisée, mais vous voyez surtout des bâtiments. Alors, nous avons, vous savez qu'il y a deux principes de notre action, c'est préserver la biodiversité d'une part et s'adapter au dérèglement climatique. Et dans le cas de la région parisienne et en particulier des Hauts-de-Seine, la surdensification domine au point de voir disparaître tout ce qui est végétal. Une vue de la Défense illustre de manière caricaturale qu'une ville sans nature, eh bien, c'est impossible de voir autre chose, enfin, aucun animal sauvage dans cet endroit. Alors, les dérèglements du climat. Il y a deux messages importants. En été, c'est le problème de la canicule qui est exacerbé par le fait qu'en ville, il y a moins de circulation d'air, il n'y a rien pour rafraîchir l'atmosphère. C'est pour ça que sur ce schéma-là, vous voyez que la température peut être de plusieurs degrés supérieure à la même température en zone campagnarde, je dirais. Et c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Et c'est ce qu'on a tous souffert, vous vous souvenez, en 2022, où on a eu 2 périodes de canicule successives. Un autre effet aussi, c'est l'artificialisation des sols, qui empêche l'eau qui tombe de s'infiltrer dans le sol et alimenter les nappes phréatiques. Et là, les inondations, on n'a pas été à l'abri de ce problème. Vous savez très bien qu'en région parisienne, il y a eu des périodes terribles dans les années récentes qui ont fait que eh bien, cette eau n'arrivait pas à s'évacuer et on a été sur les personnes, les commerces, l'activité a été profondément affectée. Donc on a besoin d'îlots de fraîcheur. Quels sont-ils? D'abord les arbres, j'y reviendrai tout à l'heure, des zones d'eau, c'est-à-dire les étangs. Là, vous avez l'image de l'étang d'Ursine en forêt de Meudon. Vous avez aussi la Seine qui apporte son lot de fraîcheur. Vous pouvez aussi avoir des mares, et il y en a dans la région parisienne. Et éventuellement, l'endroit que peut-être vous connaissez bien, qui est à Meudon, qui est l'avenue du Château, qui rassemble des espèces comme les tilleuls très célèbres dans la région sud de Seine. Alors, d'où vient cet effet climatiseur des arbres et de la végétation?
Si vous regardez cette image qui est une photographie obtenue par une caméra thermique, c'est-à-dire qui permet de faire une photographie dans l'infrarouge, eh bien, on est capable de fournir des températures des différentes composantes d'une rue en pleine canicule. Vous voyez que le bitume de la rue au milieu atteint 46 degrés, tandis que les arbres qui bordent cette avenue, c'est 29 degrés. C'est-à-dire, vous voyez un écart énorme entre le bitume au milieu de la rue et puis les arbres autour. Sur le trottoir, il y a quand même une haie, enfin un petit peu de végétation. On est dans une température intermédiaire de 40 degrés, mais c'est flagrant que la végétation offre des températures, même en cas de canicule, qui sont atténuées. Alors, sur le schéma de droite, vous voyez une partie du problème, vous voyez la lumière du soleil qui arrive sur un arbre. Elle fait d'abord de l'ombre, c'est la première chose que les gens comprennent. Elle peut être aussi un abri du vent, mais de manière plus importante, vous voyez que l'arbre, il passe son temps à pomper de l'eau dans le sol. Et ensuite, les feuilles de l'arbre la réémettent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'évapotranspiration qui vous donne l'impression de fraîcheur. Quand vous allez dans une forêt ou un endroit arboré, c'est ça qui vous donne la fraîcheur. Sur ce schéma, il y a quelque chose qui ne figure pas, c'est le phénomène de transformation de l'énergie du soleil en énergie chimique. Et ça associe le carbone de l'air sous la forme de gaz carbonique et l'eau de l'arbre qui est captée par les racines. Et le phénomène de photosynthèse, c'est le nom, agit sur les feuilles, en particulier la chlorophylle, ce qui donne la couleur verte des feuilles, et une réaction chimique se produit pour produire du glucose, qui va nourrir la plante, et libérer de l'oxygène. Ce qui fait que l'arbre, il absorbe le carbone de l'oxygène et produit de l'oxygène qui va nous permettre de respirer et de vivre. Sans les arbres, nous serions tous morts. Donc, comment fait-on pour contenir l'artificialisation des sols? C'est le vrai problème des villes. D'abord, il y a des bâtiments inoccupés. Et ça affecte, là, c'est un dessin d'une maison abandonnée, mais c'est surtout les bureaux qui sont de plus en plus vacants. Et alors qu'on cherche, les élus cherchent désespérément des lieux pour construire et de nouveau construire encore. On peut aussi rénover l'existant, surélever des bâtiments de manière intelligente sans occuper plus de sol pour en tout cas, préserver les zones arborées et déjà plantées. On peut aussi enlever le bitume du sol, ce qu'on appelle désimperméabiliser, et faire des plantations, ce qui permet à la fois d'absorber l'eau de pluie, mais aussi de fournir des îlots de fraîcheur supplémentaires. On peut aussi densifier intelligemment et ne pas minimiser l'espace qui est consacré à la construction en préservant les zones naturelles. Alors, il faut considérer que pour lutter contre les inondations, il faut absolument transformer la ville en éponge, c'est-à-dire trouver des endroits où on augmente la surface qui absorbe l'eau de la pluie. Alors, vous avez un exemple en haut à gauche de Asnières-sur-Seine, où on a végétalisé une rue, des zones de parking, et qui sont représentées par les flèches bleues. Au Mureau, c'est la même chose. Vous voyez où on a
augmenter la surface de nature. À la Courneuve, en bas à droite, vous voyez un exemple où on a végétalisé tout un espace public, que ce soit une zone de balade, qui montre effectivement beaucoup plus de perméabilité du sol. Un autre exemple à Saint-Denis montre le cas d'un parking où on a utilisé l'espace entre deux rangées de voitures pour absorber la pluie. À Sèvres, c'est une zone de stationnement de vélo où ça n'empêche pas d'apporter son vélo, mais vous voyez que le sol est poreux et les pierres sont disjointes et permettent d'absorber la pluie. Alors, pour préserver la biodiversité, il y a un des points importants, c'est qu'il faut considérer que les vieux arbres, les arbres sont des trésors. Didier vous a présenté que ce sont des refuges pour de très nombreux animaux, qu'ils soient des petits ou des gros, et il faut le considérer comme un trésor et éviter de les couper. J'y reviendrai. Alors, une autre idée aussi qui peut-être pas évidente pour vous, c'est que les bois morts sont aussi un trésor qu'il faut préserver. Il faut savoir que le bois mort, c'est une étape naturelle du cycle de l'arbre, comme n'importe quel être vivant, et il cache une vie foisonnante qui grouille en tout un tas d'espèces végétales, animales, des champignons, des bactéries, et des espèces les plus grosses aux plus microscopiques. On ne le voit pas sur la photo, mais par exemple, des larves d'insectes se nourrissent du bois mort, qui pourrit au cours du temps. Les insectes pullulent et les oiseaux s'en délectent. D'autres espèces adorent les cavités naturelles des vieux troncs, comme les pics qui trouvent un logement pour pondre et élever leurs petits. Certaines chauves-souris ou des chouettes peuvent également y trouver refuge. Idem pour les fourmis, les guêpes, les crapauds, les hérissons. Donc il faut considérer les bois morts comme un écosystème à part entière, une source de vie à préserver. Donc qu'est-ce que on trouve en ville? C'est qu'on abat des arbres. Et pas toujours pour des bonnes raisons. Beaucoup d'élus mettent en avant des questions de sécurité. Ah oui, un arbre il est malade, il faut s'en débarrasser. En fait, la vraie raison, c'est parce qu'il gêne et qu'on les considère comme du mobilier urbain, ce qui est franchement contraire au fait que c'est un être vivant et qu'il faut le protéger. Donc, au lieu de concevoir un projet en préservant ces gros arbres qui sont des trésors, eh bien, on devrait adapter l'implantation d'un bâtiment en fonction des arbres qui s'y trouvent. Un autre aspect important, c'est le problème des chantiers en ville. Vous savez que quand vous voyez des engins qui refont le bitume, etc., il y a dans beaucoup de cas, ils creusent et ils menacent les racines des arbres. Si vous coupez une racine principale d'un arbre, vous pouvez attenter à sa vie et rapidement, il peut mourir. Donc, il faut aussi inculquer aux professionnels qui interviennent dans les chantiers que les arbres sont des êtres vivants qu'il faut préserver et prendre des précautions, sachant que le volume occupé par les racines est souvent équivalent au houppier, c'est-à-dire ce que Didier vous a présenté sur la partie émergée de l'arbre qui concerne le tronc et le feuillage. Donc, un autre aspect important, c'est la notion de réservoir de biodiversité. On doit absolument, et heureusement en région parisienne et en particulier dans les Hauts-de-Seine, nous bénéficions de forêts. La forêt de Meudon, par exemple, la forêt du Fos-Repose, pour celles qui
qui sont les principales, ainsi que la forêt de Malmaison, à Rueil-Malmaison. La forêt, c'est un lieu extrêmement riche de tout un tas d'animaux et d'espèces, que ce soit dans le sol, ça peut être des oiseaux, des mammifères ou toutes sortes d'animaux. Et en même temps, on exploite le bois de ces forêts pour en faire du bois de chauffage ou bien du bois pour l'industrie. Mais on a tendance récemment à prélever beaucoup plus de bois que nécessaire, c'est-à-dire au-delà de l'accroissement naturel. Et ça, c'est une menace sur la biodiversité, parce qu'une forêt surexploitée perd ses capacités de réservoir de biodiversité alors qu'ils sont indispensables. Donc c'est une menace qu'il ne faut pas ignorer et ça fait partie de nos actions en tant qu'association. Alors, bien sûr, il faut positiver le propos et regarder l'aspect renaturation des villes. On peut faire des choses, par exemple, arborer des espaces ouverts. Là, je vous ai donné un exemple d'une zone de parking où le sol est poreux, avec, mais qui est quand même solide pour accueillir des voitures. On peut aussi planter des haies diversifiées. Et là, chaque fois, on parle de diversité des haies parce que c'est une variété d'habitats pour les animaux. Et évidemment, d'autres choses aussi, qu'on appelle des haies sèches, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas forcément de végétaux, il y a un empilement de bois mort, des vieilles pierres sèches, etc. Mais c'est le gîte et le couvert pour la petite faune, c'est-à-dire les insectes, les oiseaux, les reptiles ou encore les batraciens. Et ça, c'est extrêmement utile. Donc on n'y pense pas forcément, mais il faut varier les plaisirs, avoir à la fois de la végétation vivante, mais aussi des haies sèches. Donc je peux quand même vous dire qu'il y a des endroits remarquables en région parisienne, et j'ai choisi de vous présenter un écosystème modèle qui est l'arboretum de Paris du Bois de Vincennes. Alors, c'est à la fois associer une zone humide, qui est une mare dans ce cas-là, où il y a une extrême variété de végétaux qui poussent à l'intérieur de la mare et autour, une zone arborée évidemment, et on observe une immense variété de faune sauvage. Je vous ai mis là sur la photo le héron cendré, les poules d'eau, le martin pêcheur, la grenouille agile, qui est une espèce protégée, le triton palmé, le canard colvert, mais aussi les insectes comme les moustiques. Mais le fait qu'il y ait cette grande variété d'animaux fait qu'il y a un équilibre qui se passe. Et quand vous allez là-bas, vous pouvez jamais être piqué par un moustique, parce que les moustiques, c'est la nourriture de base des oiseaux et d'autres animaux qui s'en nourrissent. Je vous signale qu'une chauve-souris, elle se nourrit de peut-être d'1 kilo d'insectes par jour. Et ça, c'est quand même un grand avantage d'avoir un écosystème. C'est en ce sens que je vous invite à aller visiter cet endroit qui est absolument magnifique. Alors, une autre façon de faire, c'est de végétaliser les villes, soit les murs, et certaines attirent certaines espèces. Par exemple, le merle noir, il adore ça. Le troglodyte mignon, qui est un petit oiseau très connu. Le rouge-gorge familier, la fauvette à tête noire. Et ça, c'est une façon d'attirer la faune sauvage en ville quand on a du bâti. Ensuite, on peut faire mieux, parce qu'il existe des espèces qui nichent dans les bâtiments, les vieux bâtiments, ou alors certaines toitures anciennes, etc. Mais on peut faire encore mieux, c'est de prévoir, même si on rénove un bâtiment, même si on fait un bâtiment neuf, de prévoir des nichoirs qui peuvent s'intégrer au bâti. Je vous signale qu'une association comme Vinci, une entreprise comme Vinci, fait des
des agencements préfabriqués pour attirer les martinets noirs, qui sont une espèce qui niche dans le bâti et qui a été installée là, là c'est un exemple que j'ai pris à Toulon, mais c'est si vous voyez en bas à droite, le nichoir, il y a des tout petits trous. Cet animal qui va à 200 à l'heure peut rentrer dans son nid à 60 à l'heure dans ce petit trou et nicher par derrière et nourrir ses petits. Maintenant, vous avez d'autres systèmes, par exemple un vieux mur avec des pierres sèches qui est bien sûr où la végétation sauvage a poussé, des fleurs de toutes sortes, et là, ça abrite aussi bien des animaux comme les guêpes ou le lézard de muraille, qui est une espèce en voie de disparition en Île-de-France. Alors, nous faisons, en tant qu'association, on ne reste pas les bras ballants. Donc, on commence depuis 2020-2021, on a lancé une opération de plantation d'arbres dans une dizaine de villes de Nice, Colombes, Bois-Colombes, Gennevilliers, où on a fait en fait 2 opérations successives, Nanterre, Garches, Bagneux, Malakoff, Châtenay-Fontenay-aux-Roses. Et là, je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle une opération planter des arbres en ville. Voilà la carte où on a pu faire ça grâce à un certain nombre de financements extérieurs. Le mairie qui avait lancé le prix de la transition écologique a pu nous financer une partie des plantations et pas mal d'entreprises qui sont Pullman, l'hôtel Paris La Défense, AXA à tout cœur, le Crédit Agricole, Paprec, Steelcase, qui est une entreprise américaine, Extia, que je remercie au passage, la Maïf, et nous sommes soutenus aussi par la région Île-de-France pour ces opérations. Et nous faisons ça en partenariat avec l'association Espace, qui est une association d'insertion par l'écologie urbaine, qui sont des personnes qui retrouvent une formation plutôt orientée sur les espaces verts, encadrés par des professionnels. Et nous sommes aussi soutenus par des particuliers, puisqu'on a bénéficié de plus de 50 donateurs depuis 2020. Donc je vais vous montrer la plantation de Bourg-la-Reine. Environnement 92 que je représente vient de réussir une plantation d'arbres sur un terrain de 1000 m² mis à disposition par la commune de Bourg-la-Reine, que je remercie. Cette opération a été possible grâce à la participation d'Espace, une association d'insertion qui nous a aidés à planter les arbres, et au soutien financier de la région Île-de-France, de la société AXA et Extia. Je donne la parole à M. Donat, qui est le maire de Bourg-la-Reine et qui nous accueille. Merci beaucoup. Je suis très heureux de cette opération avec Environnement 92 qui nous permet ainsi d'installer un nouveau espace vert dans un quartier centre-ville qui manquait d'espace vert, un quartier où un endroit où il y avait un terrain vague, un terrain de basket qui faisait du bruit, etc., qu'on aurait pu consacrer à l'immobilier, et on a préféré effectivement créer un nouveau espace vert dans cet environnement.
Bonjour, enchantée, donc Julie Quignard d'AXA France. J'ai la chance d'être venue ce matin avec une grosse partie de mon équipe grâce à AXA Picker. Donc ça, AXA Picker, une association créée par AXA autour de 3 piliers, l'aide à la personne, l'environnement, donc aujourd'hui nous sommes bien dans ce deuxième pilier, et la prévention. AXA Picker, c'est plus de 1000 actions par an réalisées par des salariés d'AXA France. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis ravie de venir faire cette belle action avec l'ensemble de mon équipe. Donc, je poursuis pour aborder un problème important qui est pour nous de comment influencer les élus en charge de l'aménagement du territoire. Vous avez bien compris que la compétition entre les bâtiments et l'immobilier et la nature est un problème délicat. Donc, il faut d'abord dialoguer pour gagner la confiance. Parce que ce n'est pas évident pour certaines communes de travailler la main dans la main avec les associations. Donc, il existe des instances de concertation pour les élus. On fait aussi des actions de terrain. Vous avez sûrement entendu parler des opérations de nature propre, de plantation d'arbres comme on vient de le voir. On organise aussi des conférences, des séminaires, des animations avec les écoles en particulier. Donc, le réseau France Nature Environnement propose des outils pour guider le choix des élus. Et une manière de faire, c'est utiliser des cartes opposables dans des documents d'urbanisme. Vous avez sûrement entendu parler des plans locaux d'urbanisme qui régissent un peu l'aménagement du territoire et qui s'appliquent à tous les projets qu'on peut imaginer, des immeubles d'habitation ou bien des habitations individuelles. C'est ce qui a été fait sous la plateforme Carto-Végétation de FNE Île-de-France que vous pouvez consulter gratuitement pour avoir des informations sur l'occupation du sol à l'arbre près, je précise, de toute la région parisienne. C'est sur le site de FNE Île-de-France et ça s'appelle Carto-Végétation. On fait aussi on joue le rôle de conseil pour les élus, des actions de renaturation sur les terrains de leur choix, et ça, c'est une action récente. Donc, on a produit un livre qui s'appelle Biodiversité urbaine, atlas de la trame verte pour l'ensemble du département de Hauts-de-Seine, plus Argenteuil, parce que Argenteuil est une commune du Val d'Oise qui est rattachée à notre département dans la métropole Grand Paris. Donc, on a fait ce travail en partenariat avec 2 universités, l'Université Paris-Cité et Panthéon-Sorbonne, avec des enseignants-chercheurs dans le domaine de la géographie, avec des méthodes qu'on appelle géomatiques, qui permettent de manipuler les cartes du point de vue informatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de cartes de végétation arborée et herbacée à l'arbre près, pour vous donner une idée de la précision spatiale. Et on a choisi de prendre un territoire plus grand que le département parce qu'il n'y aurait pas que les espèces se fichent complètement des limites administratives. Donc, on est bien obligé de prendre un espace au-delà de 4 km des frontières du département pour avoir quelque chose de réaliste.
Chaque espèce est caractérisée par ce qu'on appelle un profil écologique, c'est-à-dire un domaine vital, une distance de dispersion qui est particulier au milieu urbain et qui varie selon l'espèce. Ici, on a pris un écureuil, le hérisson d'Europe, le rouge-gorge et le myrtille, qui est un pollinisateur très courant dans notre département et en région parisienne. Donc, on produit des cartes. Je vous ai mis l'exemple de Chaville, mais après tout, vous êtes voisins, pour certains d'entre vous, de Sèvres, qui est tout proche, qui est voisine. Vous regardez, vous voyez sur cette carte ce qu'on appelle les taches d'habitat, c'est-à-dire les zones boisées. Ici, la forêt de Meudon et la forêt de Fausse-Repose sur la gauche, et à droite, la forêt de Meudon, qui montrent les zones arborées, qui sont vraiment des zones privilégiées. Vous voyez aussi des petits points noirs, qui sont les zones d'observation les plus récentes de l'animal. Ici, j'ai choisi le rouge-gorge, et vous voyez en ville des zones vertes qui sont des zones de végétalisation au-delà de 2000 m². Et vous voyez ces zones-là, et vous voyez du jaune, qui sont ce qu'on appelle les aires de déplacement probable de l'animal, qui occupent ces zones de végétation et peuvent se déplacer autour de ces zones végétalisées. Et vous voyez aussi du rouge, c'est-à-dire des zones qui sont le résultat de la modélisation du déplacement des animaux entre deux habitats. Vous en voyez qui sont entre la forêt, par exemple, de Fausse-Repose et certaines zones végétalisées de la ville. Donc, avec ça, on est capable de déterminer les zones à renaturer, les zones de végétation à protéger, c'est-à-dire les zones vertes et jaunes, et puis des zones qu'on a fait une modélisation pour identifier les zones où il faudrait renaturer en priorité pour renforcer ce qu'on appelle la connectivité écologique, qui sont dans les zones entourées de rouge sur cette carte. Vous voyez aussi une zone centrale qui est blanche sur ma carte, qui sont des zones très urbanisées, qu'il faudrait végétaliser, mais pour l'instant, la connectivité est faible. Il n'empêche qu'on a observé la présence d'animaux, enfin dans le cas d'oiseaux par exemple, on a observé dans ces zones qu'on appelle blanches disons des zones où il faudrait végétaliser, mais c'est encore un travail à explorer pour voir l'importance des petits espaces végétalisés. Alors, j'ai mis en avant le dialogue territorial, c'est-à-dire le dialogue entre les associations et les élus à Chaville, parce que j'y habite personnellement. Et la mairie a installé depuis 2009 un conseil consultatif qui s'appelle le Conseil communal de développement durable, qui rassemble des personnalités qualifiées, des associations, des élus divers, et qui peut s'autosaisir de différents sujets et appuie la politique de la ville. Donc, j'ai mis en avant une initiative qui a maintenant 4 ans, qui s'appelle le Pacte pour un urbanisme responsable, qui est une procédure avant le dépôt de permis de construire et qui permet à un aménageur, d'abord, il doit choisir 3 cabinets d'architectes. Un jury rassemble un certain nombre d'acteurs, les aménageurs, les experts, les élus, associations locales, et puis d'autres acteurs, et les riverains. Et ce jury examine successivement les 3 projets proposés par des cabinets d'architectes différents, et puis à la fin, on discute et on vote. Et comme ça, on minimise la possibilité de recours.
qui est quand même... mais ça prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. On a déjà 7 projets de logement collectif qui ont été examinés dans cette procédure. Il y a aussi une charte architecturale, paysagère et environnementale qui concerne le reste de la commune et principalement les zones pavillonnaires. Et enfin, je termine avec un projet de renaturation globale à Gennevilliers pour proposer un parcours pédagogique sur un terrain qui fait 4400 m², qui est en pleine ville, et où on va concevoir, on propose de faire à la fois une zone humide, à la fois des zones boisées, des strates végétales, et puis avec plein de panneaux pédagogiques pour expliquer aussi bien le problème des plantes allergiques ou bien les plantes qu'on appelle invasives qu'il faudrait éviter, et puis pourquoi il nous faut de la biodiversité, etc., et qui va être adapté à tous les élèves de l'école à proximité.